Mes parents, qui m'avaient abandonné à 10 ans pour 13 000 $, sont revenus après la mort de mon oncle pour me poursuivre en justice afin d'obtenir les 18 millions et la maison qu'ils m'avaient laissée. Lors de la lecture du testament, mon père a dit « Nous sommes toujours ta famille ». Puis mon avocat a diffusé un enregistrement. Je suis assise dans le bureau d'avocat de Caleb Whittaker, ma robe de deuil noir encore impeccable malgré le fait qu'elle ait été portée il y a 3 jours pour les obsèques de l'oncle Ben. Le tissu me gratte la peau, un rappel constant de la perte qui correspond au sentiment de vide dans ma poitrine. Caleb ajuste ses lunettes à monture de fil de fer, épluchant des documents avec une précision habituelle. La lumière du soleil filtre à travers les stores vénitiens, créant des ombres de barreaux de prison sur la table de conférence en acajou poli. En tant que seul bénéficiaire de la succession de Benjamin Thomas, Caleb commence, sa voix douce mais ferme, vous héritez d'environ 1,8 million d'actifs liquides, d'une participation majoritaire dans Arcadia Home & Living évaluée à 14,9 millions, et du Craftsman Estate, évalué de manière conservatrice à 2,2 millions. Je hoche mécaniquement la tête, les chiffres me traversent comme de l'eau froide. L'oncle Ben m'avait préparé à cela, mentionnant que l'entreprise serait un jour mienne, mais le 20 jours n'était pas censé arriver à 26 ans. Le 20 jours était censé être dans des décennies, après des milliers de dîners du dimanche et de matins de Noël de plus avec le seul parent que j'ai jamais vraiment connu. Il y a quelques objets personnels supplémentaires, poursuit Caleb, me glissant un dossier, la collection de montres de votre oncle, sa Thunderbird classique. La porte de la salle de conférence s'ouvre sans être frappée. Je me tourne, m'attendant à la secrétaire de Caleb avec plus de café. Mon cœur s'arrête. Grant et Nadine Thomas se tiennent dans l'embrasure, plus vieux mais indubitables. Les cheveux autrefois noirs de mon père sont maintenant poivre et sel, le visage de ma mère ridé mais toujours beau de cette manière distante que je me souviens de mon enfance. 16 ans. 16 ans qu'ils m'ont laissé avec rien d'autre qu'une note griffonnée à la hâte. Mes mains commencent à trembler de manière incontrôlable, la tasse à café teinte contre sa soucoupe, le liquide débordant dangereusement près du bord. Mon battement de cœur devient une présence physique, battant dans mes oreilles comme quelqu'un essayant de défoncer une porte. Nous avons entendu parler du décès de Benjamin, dit Grant, s'avançant avec une sympathie étudiée qui suinte de chaque mot. Nous sommes tellement désolés pour votre perte, chérie. Chérie. Ce terme affectueux me frappe comme une gifle. Mon estomac se tord violemment, le bile me monte à la gorge. La pièce tangue légèrement, les bords de ma vision se brouillent. Je serre le bord de la table, sentant le bois frais sous mes doigts, cherchant désespérément quelque chose de solide alors que mon traumatisme d'abandon d'enfance remonte avec la force d'un tsunami. Vous ne pouvez pas être ici, murmure-je, reconnaissant à peine ma propre voix. Vous m'avez abandonné. Vous avez choisi de partir. Ma mère fait un pas vers moi, son parfum toujours le même, après toutes ces années, flottant à travers la table. Stella, ma chérie, savais-tu qu'il venait, demande-je désespérément à Caleb, mes yeux ne quittant jamais le visage de mes parents. Son expression stupéfaite répond avant que ses mots ne le puissent. Je ne le savais certainement pas, dit-il, se levant avec une rapidité surprenante pour un homme dans sa soixantaine. Monsieur et Madame Thomas, il s'agit d'une réunion privée concernant des questions successorales confidentielles. Le matin où je les ai trouvés partis, défile dans mon esprit avec une clarté brutale. 10 ans, je me suis faufilé dans la cuisine pour le petit déjeuner, ne trouvant que des tasses à café vides et une note appuyée contre le sucrier. Oncle Ben s'occupera de toi. Même pas un « je t'aime » ou « nous reviendrons ». Seulement 7 mots, rompant nos liens familiaux comme s'ils ne valaient rien. Puis un autre souvenir refait surface, cette première nuit avec l'oncle Ben et Iris. Soupe chaude malgré la chaleur estivale parce qu'Iris a dit que c'était bon pour l'âme. Main douce tressant mes cheveux avant de dormir, Iris fredonnant une berceuse que sa grand-mère lui avait apprise. Oncle Ben lisant Goodnight Moon même si j'étais trop vieille pour ça parce qu'il l'avait trouvé sur mon étagère et pensait que cela pourrait me réconforter. Quelque chose change en moi, l'enfant abandonné qui veut encore inexplicablement que ses parents se battent avec l'adulte qui sait mieux. Mon esprit analytique commence à refaire surface à travers le choc. Qu'est-ce que vous voulez, demande-je, ma voix plus stable que je ne me sens. Mon père sourit, le même sourire qu'il utilisait pour convaincre les clients d'acheter la garantie prolongée. Nous voulions présenter nos condoléances, bien sûr, et vous voir. Cela fait trop longtemps. Je dois digérer la mort de l'oncle Ben avant de gérer. Ça, dis-je, faisant un petit geste protecteur entre nous. Ma première limite, chancelante mais présente.
Le sourire de Grant ne faiblit pas, mais ses yeux se durcissent. Stella, nous sommes de la famille. Nous avons tout le droit d'être ici. Nous attendions de renouer, ajoute Nadine, sa voix douce et raisonnable, et maintenant semblait être le bon moment. Le bon moment. Juste après la mort de l'oncle Ben, juste au moment où j'hérite de tout ce qu'il a bâti, la réalisation me frappe avec une clarté stupéfiante, tout ce que l'oncle Ben a créé pour moi est maintenant en danger. Ces gens, ces étrangers au visage familier, ne sont pas revenus pour moi. Ils sont revenus pour ce que j'ai maintenant. Ils se tiennent là, calmes et préparés, pendant que je suis en deuil et choqué. Le déséquilibre des pouvoirs ne pourrait pas être plus clair. Madame Thomas, intervient Caleb, son professionnalisme fermement retrouvé, peut-être devrions-nous planifier une autre réunion. Madame Thomas traite encore sa perte, et il y a plusieurs questions successorales nécessitant une attention immédiate. Mes parents échangent un regard que je reconnais de mon enfance, la communication silencieuse qui précédait toujours une action unifiée. Ils ont planifié ce timing délibérément, me ciblant à mon moment le plus vulnérable. Un léger coup à la porte rompt l'attention. Iris apparaît, ses cheveux striés d'argent tirés en un chignon habituel, des mouchoirs frais serrés dans une main. Ses yeux balaient la scène avec une rapidité étonnante, se plissant légèrement lorsqu'elle voit mes parents. Madame Stella, j'ai mis la voiture en marche, dit-elle, son accent du sud s'épaississant comme toujours lorsqu'elle est. Vous avez l'air pâle, ma chère. Je suis confronté à un choix, fuir avec Iris ou rester et affronter. La directrice d'entreprise en moi dit rester, montrer de la force. L'enfant effrayé dit courir, trouver la sécurité. Mais avant que je puisse décider, Iris se positionne tranquillement entre moi et mes parents, sa silhouette est lancée formant d'une manière ou d'une autre une barrière protectrice qui n'a rien à voir avec sa taille physique. Le regard de Grant glisse dédaigneusement sur Iris. Vous continuez à garder les bonnes autour de vous, je vois. Iris se raidit, mais reste digne. Je fais partie de cette famille depuis 16 ans, monsieur Thomas. L'accent mis sur la famille en dit long. Quelque chose se solidifie dans ma poitrine, la première étincelle de vraie résolution. Je me lève, rassemblant mon sac dans le dossier de l'oncle Ben. Iris et ma famille, dis-je, regardant directement mes parents pour la première fois. Vous deux êtes des étrangers. Les mots restent en suspens dans l'air, simples mais puissants. Je ne cours pas vers la porte, mais je me déplace pour me tenir aux côtés d'Iris, nos épaules se touchant presque. Un message clair, je n'affronterai pas cela seul. L'expression de mon père se durcit, mais ma mère sursaute réellement. Bien, qu'il ressente quelque chose pour une fois. Nous vous contacterons, dit Grant, comme s'il concluait une réunion d'affaires. J'en suis sûr, réponds-je, surprise par la fermeté de ma voix. Alors que nous nous dirigeons vers la porte, la main d'Iris trouve la mienne, lui donnant une légère pression. Le soutien silencieux dit ce que les mots ne peuvent pas. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Le dimanche, je me tiens dans la cuisine de l'oncle Ben, ma cuisine maintenant, regardant une cafetière infusée alors que la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres en bail. 3 jours se sont écoulés depuis l'embuscade au bureau de Caleb. 3 jours de nuit blanche, sursautant à chaque voiture qui passe devant la maison, me demandant s'ils allaient se montrer à nouveau. La sonnette de la porte d'entrée retentit, répondant à ma question. Je n'ai pas besoin de regarder par le Judas pour savoir qui se tient sur le perron. La cafetière BIPE, mais je la laisse, me dirigeant vers la porte avec mon cœur qui bat contre mes côtes. Je m'arrête, la main sur le bouton, respirant profondément comme Iris me l'a appris enfant après les cauchemars. Quand j'ouvre la porte, ils se tiennent côte à côte, ressemblant à un couple de catalogues vieillissants. Grant en pantalon kaki repassé et chemise boutonnée bleue, Nadine en gilet de couleur crème et pantalon tailleur. Ils ont vieilli de 16 ans depuis la dernière fois que je les ai vus, mais ils sont indubitables. La mâchoire carrée de Grant, le nez délicat de Nadine. Les mêmes traits que je vois dans le miroir chaque matin. Vous ne pouvez pas vous présenter ici comme ça, dis-je, gardant mon corps fermement dans l'embrasure de la porte. Grant sourit, le même sourire qu'il utilisait pour convaincre les voisins d'investir dans son dernier stratagème. Nous voulons juste parler, Stella. 5 minutes. J'hésite. Caleb m'a conseillé de ne pas avoir de contact, mais une partie de moi, cet enfant obstiné de 10 ans qui veut toujours des réponses, prend le dessus sur mon jugement. Je recule, leur permettant d'entrer dans la maison où j'ai grandi sans eux. Ils me suivent dans la cuisine, leurs yeux balayant les détails de la maison, les placards rénovés,
la cuisinière viking que l'oncle Ben a installée l'année dernière, les œuvres d'art coûteuses, cataloguant. Évaluant. Du café, demande-je, moins par hospitalité que par besoin d'occuper mes mains. Noir pour moi, dit Grant, s'installant dans une chaise à la table de la cuisine comme s'il y appartenait. Votre mère prend de la crème et du sucre. Je sais comment Iris prend son café, réponds-je froidement. Je vous demandais pour vous deux. Nadine grimace, mais accepte la tasse que je lui tends. C'est une belle maison, dit-elle après un silence gênant. Benjamin avait toujours un goût exquis. Je ne réponds pas, m'appuyant contre le comptoir au lieu de les rejoindre à table, la table de l'oncle Ben, où il m'a appris l'algèbre, l'éthique des affaires et comment équilibrer un chéquier. Grant prend une gorgée délibérée de café avant de placer un portefeuille en cuir sur la table. Nous avons fait nos recherches. Cette entreprise vaut près de 15 millions de dollars. La franchise, l'avidité ne devrait pas me surprendre, mais cela le fait. Le mince vernis de préoccupation parentale déjà érodé, et je garde ma voix neutre. Nadine ouvre le portefeuille, révélant des pages de documents financiers, des feuilles de calcul, des rapports d'évaluation, des expertises immobilières. Nous voulons juste comprendre le tableau complet, chérie. Arrêtez de m'appeler chérie. Les mots sortent plus acérés que je ne le voulais. Qu'est-ce que tout cela? Grant fait glisser un document sur la table. Une analyse financière complète de votre héritage. L'entreprise, les actifs liquides, l'immobilier, tout. Je ne touche pas au papier. D'où tenez-vous ces informations? Ce n'est pas important, dit Grant. C'est important pour moi, l'interrompis-je. Vous êtes parti pendant 16 ans. Maintenant, vous apparaissez 3 jours après les funérailles de l'oncle Ben avec des informations financières détaillées sur sa succession. Nadine échange un regard avec Grant. Nous avons essayé de contacter Benjamin de nombreuses fois au fil des ans. Pour de l'argent, dis-je, les pièces s'emboîtant soudainement. Vous l'avez contacté pour de l'argent? Aucun des deux ne le nie. Il ne me l'a jamais dit. La réalisation tombe comme un coup de poing. L'oncle Ben m'a protégé d'eux, m'a abrité de leurs tentatives de manipulation. Grande soupir, un son étudié d'exaspération. Votre oncle nous a dépeint une image très unilatérale, j'en suis sûr. Il n'a pas eu besoin de peindre quoi que ce soit. Vous avez laissé une note disant « Oncle Ben s'occupera de toi » et vous avez disparu. Cela peint sa propre image. Nadine tend la main vers son sac, sortant un dossier différent de celui de Grant. Il y a des choses que tu ne comprends pas, Stella. Elle le fait glisser sur la table. J'hésite, puis je l'ouvre. À l'intérieur se trouvent des documents judiciaires, des papiers de garde, des déclarations légales, des registres financiers. Mes yeux s'attardent sur un chiffre de 2009, 13 500 $. Qu'est-ce que c'est, demande-je, bien que le sentiment nauséabond dans mon estomac me dise que je le sais déjà. Nous étions dans une situation difficile, dit Nadine doucement. Nous avions besoin d'argent, et Benjamin a proposé de prendre la garde complète de toi si vous renonciez à vos droits parentaux, finis-je, parcourant le document avec une horreur croissante. Vous m'avez vendu pour 13 000 $. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, proteste Grant, mais ses yeux s'éloignent des miens. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je repousse les documents. Vous m'avez légalement vendu pour de l'argent liquide. La cuisine tombe dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, l'horloge de l'oncle Ben, celle qui le remontait chaque dimanche soir tout en me racontant des histoires de son enfance. Mon monde entier bascule. L'oncle Ben n'a pas seulement été généreux en m'accueillant, il a été protecteur. Il les a payés pour rester loin. Chaque cadeau, chaque opportunité qu'il m'a donnée faisait partie d'un bouclier qu'il a construit autour de moi. Sa tristesse occasionnelle, le regard distant qu'il avait parfois en me regardant ouvrir des cadeaux de Noël, tout prend sens maintenant. Vous avez planifié ce timing, dis-je, la réalisation se cristallisant. Vous avez attendu qu'il meure. Grant se redresse, abandonnant tout prétexte. Nous avons des problèmes, Stella. De sérieux problèmes. Quel genre de problème? Je dois de l'argent, admet-il. 85 000 $ à des hommes qui n'acceptent pas d'excuses. Nadine ajoute, et j'ai été en traitement pour dépression. Les frais médicaux. Elle s'interrompt. 45 000 $ de dette de carte de crédit. Donc, vous êtes ici parce que vous avez besoin d'argent dans quoi, 60 jours? Demande-je,
reliant leur urgence à leur désespoir. Grant semble surpris que j'ai compris si rapidement. Nous sommes toujours tes parents, dit-il, se penchant en avant. La famille est de la famille. La famille n'abandonne pas la famille, rétorque-je. La famille ne vend pas son enfant. Nous contesterons le testament si nécessaire, dit Grant, sa voix se durcissant. Nous avons des droits en tant que vos parents biologiques. Je ris presque. Vous avez renoncé à ces droits pour 13 000 $, au tribunal. Les détails juridiques peuvent être réinterprétés, menace-t-il. Nous avions une mauvaise représentation. La menace plane dans l'air entre nous. Ce ne sont pas seulement des gens désespérés, ils sont dangereux. Ils n'ont plus rien à perdre, ce qui les rend imprévisibles. Le fait qu'ils soient prêts à détruire ma paix après la mort de l'oncle Ben prouve qu'ils sont des adversaires redoutables. Un plancher craque dans l'embrasure de la porte. Iris se tient là, ses yeux absorbant la scène, les documents éparpillés sur la table, ma posture rigide, les expressions désespérées de mes parents. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui, dit-elle doucement mais fermement. Grant la regarde dédaigneusement. C'est une affaire de famille, Iris. Oui, c'est le cas, répond-elle, se plaçant à côté de moi, et Stella et ma famille. Mes parents rassemblent leurs documents, sentant qu'ils ont poussé aussi loin qu'ils le pouvaient aujourd'hui. À la porte, Grant se retourne. Réfléchis à ce que nous avons dit. Nous vous contacterons. Après leur départ, Iris me guide vers le canapé du salon et disparaît dans la cuisine. Elle revient avec du thé et les tasses en porcelaine spéciale de l'oncle Ben, celles que nous n'utilisions que lorsque quelque chose d'important se produisait. Vous avez tout entendu? Demande-je. Elle hoche la tête. Monsieur Ben a vu ce jour venir. Il s'y est préparé. Mon téléphone vibre sur la table basse. Le nom de Caleb s'affiche. Stella? Dit-il lorsque je décroche. J'ai examiné certains dossiers. J'ai des choses à vous montrer sur les tentatives précédentes de vos parents. Vous saviez? Demande-je. Pas jusqu'à aujourd'hui. Ben gardait des registres séparés dont je n'étais pas au courant jusqu'à ce que je trouve sa clé de coffre-fort personnel. Il y a beaucoup ici, des documents juridiques, des témoignages. Iris prend ma main libre. Nous allons affronter ça ensemble, ma chère. En regardant entre la présence stable d'Iris et le nom de Caleb sur mon téléphone, je réalise quelque chose. L'oncle Ben savait clairement. Je ne me bats pas seul ni mal préparé. J'ai une équipe, Iris, avec sa connaissance de notre histoire familiale, Caleb, avec sa stratégie juridique. Les bases d'une campagne soutenue sont déjà en place. L'oncle Ben ne m'a pas seulement laissé son argent. Il m'a laissé les outils pour le protéger. J'arrive au bureau de Caleb tôt lundi matin, mon portefeuille en cuir serré contre ma poitrine comme un bouclier. La table de conférence en acajou est couverte de piles nettes de dossiers en manille, chacun étiqueté de l'écriture méticuleuse de l'oncle Ben. Caleb ajuste ses lunettes à monture de fil de fer, la lumière du soleil matinal se reflétant sur les verres. Votre oncle était, s'il vous plaît, très méticuleux, dit-il, me glissant un dossier. Ce sont des rapports d'enquêteurs privés datant de 2019 à 2023. Ben a embauché quelqu'un pour documenter chaque tentative de contact de vos parents. Mes doigts tintent lorsque je feuillette les pages, des photographies de Grant rôdant devant le magasin phare d'Arcadia, des transcriptions de messages vocaux laissés sur la ligne privée de Ben. Des demandes financières allant de 5 000 $ à 75 000 $ pour diverses urgences. Il y a plus, dit Caleb, ouvrant un autre dossier. Des enregistrements audio. Ben a installé un système spécial après les premières rencontres. Il tape sur son clavier d'ordinateur, et soudain la voix de Grant remplit la pièce, plus basse et plus rocailleuse que je ne m'en souviens mais indubitable. Écoute, Benjamin, nous savons tous les deux que tu as l'argent. Si tu n'aides pas ton propre frère, je causerai des problèmes à cette précieuse entreprise. La fille n'a pas besoin de connaître cette conversation. Mon estomac se serre. Rejoue-le. Caleb obéit, et cette fois je me concentre sur les bruits de fond, le cliquetis des verres, les conversations étouffées. Cela ressemble à Charlie's Taverne. L'oncle Ben n'y allait jamais. Ils ont dû le suivre ailleurs et le coincer. Un autre dossier révèle des lettres d'urgence médicale de ma mère, chacune plus désespérée que la précédente. Des factures d'hôpital pour des conditions qui, selon les notes de Ben, ont été enquêtées et prouvées fausses. C'est le morceau le plus important, dit Caleb,
sa voix s'adoucissant en posant un document judiciaire devant moi. Une ordonnance de protection accordée en 2021. Votre oncle a obtenu une protection légale contre le harcèlement. Mes yeux parcourent le document, absorbant l'évaluation du juge sur des tentatives répétées d'exploitation financière et de manipulation émotionnelle délibérée. Le timing, dis-je, la réalisation me submergeant. Ils ont surveillé les avis de décès, n'est-ce pas? Ils savaient exactement quand frapper. Caleb hoche la tête. Ben suspectait qu'il le ferait. C'est pourquoi il a tout documenté afin que vous ayez des munitions lorsqu'il apparaîtrait inévitablement. Pour la première fois depuis ce terrible jour dans ce même bureau, je ressens quelque chose d'autre que la peur et le choc. Le pouvoir. Un vrai pouvoir basé sur des preuves, pas seulement sur une émotion blessée. L'oncle Ben ne m'avait pas seulement légué sa richesse. Il m'avait légué une protection. Je veux les rencontrer, dis-je, ma voix plus stable qu'elle ne l'a été depuis des jours. Mais pas ici. Au magasin. Êtes-vous certaine que ce soit sage, demande Caleb, l'inquiétude évidente dans le léger inclinaison de sa tête. Ils ne feront pas de scène en public, explique-je, attrapant déjà mon téléphone, et je veux des témoins. 2 heures plus tard, je me tiens au centre de la principale salle d'exposition d'Arcadia Home & Living, entouré d'étalages de meubles soigneusement sélectionnés que l'oncle Ben a passé des décennies à perfectionner, des tables de salle à manger en chêne poli, des canapés modulables moelleux au ton terreux chaud, des ensembles de chambres à coucher faits à la main construits pour durer des générations. Lorsque Grant et Nadine entrent par les portes d'entrée, plusieurs clients se retournent pour regarder. Mes parents sont bien habillés, comme toujours, Grant en costume anthracite qui ne peut cacher sa taille qui s'épaissit, Nadine en robe crème qui la fait paraître plus jeune que ses années. J'attends qu'ils s'approchent, me positionnant délibérément à côté d'un bureau antique que Ben a restauré lui-même. Mes doigts reposent légèrement sur sa surface, tirant force de la connexion. Merci d'être venu, dis-je, ma voix portant juste assez pour être entendue par les clients à proximité sans paraître conflictuelle. J'ai trouvé les dossiers de l'oncle Ben à votre sujet, tous. La démarche assurée de Grant vacille imperceptiblement. Un éclair de quelque chose inquiétude, colère traverse ses traits avant que son sourire de vendeur ne revienne. Stella, chérie, je ne suis pas sûr de ce que tu penses avoir trouvé, mais... Les ordonnances judiciaires, l'interrompis-je, regardant ses yeux s'écarquiller légèrement. L'ordonnance de protection de 2021, le harcèlement documenté, les fausses urgences médicales. Nadine s'avance, son parfum un nuage de distractions coûteuses. C'était des temps désespérés, nous avons changé, tu ne peux pas comprendre ce que nous traversions. Je comprends parfaitement, dis-je, glissant un document photocopié de mon portefeuille. J'ai trouvé le souche de chèque, 13 500 $, c'est ce que vous avez pris pour renoncer à vos droits sur moi. La couleur s'estompe du visage de Nadine. Un couple d'âge moyen qui feuillette à proximité arrête de faire semblant de ne pas écouter. Tu ne comprends pas le contexte, dit Grant, sa voix tombant dans un murmure urgent. Nous avions des dettes, des gens nous menaçaient. Et j'avais une valeur de 13 000 $. Je garde ma voix neutre, professionnelle. C'est le prix que vous avez mis sur votre fille il y a des années. Pour la première fois, je vois quelque chose de sincère dans les yeux de ma mère, de la honte, peut-être, ou du regret. La mâchoire de Grant se serre alors qu'il jette un coup d'œil autour de lui, remarquant les employés du magasin qui se sont stratégiquement positionnés à portée de voix. Nous devrions en discuter en privé, insiste-t-il, tendant la main vers mon bras. Je recule. Il n'y a rien à discuter. Les registres judiciaires sont clairs. Vous n'avez aucun droit légal sur moi ou sur quoi que ce soit que l'oncle Ben m'a laissé. Nous sommes toujours tes parents, dit Nadine, sa voix se brisant légèrement. La biologie n'est pas la famille, réponds-je. L'oncle Ben me l'a appris. Le visage de Grant se durcit. Ce n'est pas fini, Stella. En fait, ça l'est. Pour aujourd'hui. Je fais un geste vers la sortie. S'il vous plaît, ne revenez pas dans ce magasin. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ils hésitent, clairement peu préparés à ce niveau de résistance. Grant donne l'impression de vouloir argumenter davantage, mais le cadre public l'a privé de ses avantages. D'un dernier regard furieux, il prend le coude de Nadine et la dirige vers la porte. Je reste debout, le dos droit et immobile, jusqu'à ce que les portes vitrées se referment derrière eux. Seulement alors je permets à mes mains de trembler légèrement, la montée d'adrénaline commençant à s'estomper. Sarah, notre directrice de magasin,
s'approche avec un sourire approbateur. Votre oncle a toujours dit que vous étiez plus forte que vous ne le pensiez. D'autres employés dérivent, offrant des commentaires de soutien et des regards admiratifs. Le couple d'âge moyen qui a été témoin de la confrontation s'arrête pour me serrer la main. Cela a demandé du courage, dit la femme. Ben aurait été fier. Dehors, sur le parking, je trouve Iris attendant à côté de sa modeste berline bleue, ses yeux scrutant mon visage avec anxiété. Ils sont partis, l'assure-je en m'approchant. Pour l'instant, du moins. Son sourire s'épanouit lentement, réchauffant tout son visage. Il serait si fier, mademoiselle Stella. Si fier. Mon téléphone vibre avec un SMS de Caleb. Les registres judiciaires sont inébranlables. Vous avez bien fait aujourd'hui. Debout au soleil de l'après-midi, entouré de l'entreprise que l'oncle Ben a bâtie, et des gens qui se soucient réellement de moi, je ressens un étrange mélange de triomphe et de prudence. Cette victoire, aussi satisfaisante soit-elle, semble incomplète. Les dernières paroles de Grant résonnent dans mon esprit. Ce n'est pas fini. Je sais que je ne dois pas sous-estimer leur désespoir. Ils ont eu des années pour planifier cette approche, attendant le moment de vulnérabilité parfait. Aujourd'hui, j'ai résisté efficacement, mais leur retraite semble trop facile, trop temporaire. La question maintenant est de savoir s'il faut presser mon avantage immédiatement ou me préparer plutôt au gui pour ce qui semble être une bataille plus importante et inévitable. L'oncle Ben prêchait toujours la patience dans les négociations commerciales. Celui qui se précipite révèle sa faiblesse, disait-il. Alors qu'Iris nous ramène à la maison, je regarde par la fenêtre les rues familières de la ville que l'oncle Ben aimait. Le premier véritable sentiment de contrôle depuis sa mort s'installe en moi, n'effaçant pas mon chagrin mais le rendant d'une certaine manière plus supportable. Iris, dis-je doucement. Je pense que nous devons nous préparer à quelque chose de plus grand. Elle hoche la tête, comprenant sans explication. Les dossiers de Monsieur Ben pourraient contenir d'autres choses que nous n'avons pas encore trouvées. Le jeu d'échecs n'a fait que commencer. J'ai gagné le premier échange, mais le véritable test est encore à venir. J'étale les documents de l'oncle Ben sur la table de conférence de Caleb, les organisant en rangée nette. 3 jours se sont écoulés depuis que j'ai affronté mes parents au magasin. 3 jours de calcul froid, remplaçant le triomphe brut que j'ai ressenti en les regardant battre en retraite à travers ces portes automatiques. Ce sont tous les défis juridiques qu'ils pourraient tenter, dit Caleb, me glissant un dossier. Ses lunettes à monture de fil de fer captent la lumière du matin alors qu'il se penche en avant. Votre oncle en a anticipé la plupart. Je hoche la tête, étudiant les papiers avec la même intensité que j'apporte aux critiques de profit trimestriel. La victoire au magasin a satisfait quelque chose de primal en moi, mais l'oncle Ben m'a mieux enseigné. Il me le martelait pendant nos déjeuners d'affaires du dimanche. Stella, ne confonds jamais une bataille avec la guerre. Ils essaieront de prétendre à une influence indue, dis-je, tapotant un document décrivant l'état mental de Ben au cours de sa dernière année. Qu'il n'était pas compétent lorsqu'il m'a désigné comme son héritière. Caleb sourit faiblement. Et nous avons 6 mois d'évaluation médicale prouvant le contraire. J'ai transformé sa salle de conférence en un centre de commandement. Des documents étalés systématiquement sur la surface polie. Des blocs de papier jaune remplis de mes notes flanquent les 2 côtés. Des tasses de café se tiennent comme des sentinelles à des intervalles stratégiques. Ce n'est plus émotionnel, c'est professionnel, murmure-je, plus à moi-même qu'à Caleb. Je ne le ferai pas non plus. Mon téléphone vibre avec un SMS d'Iris. Mademoiselle Stella, ils sont repassés devant la maison, 3e fois aujourd'hui. Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. Le triomphe de notre confrontation au magasin semble lointain maintenant, remplacé par une préparation méthodique. Mes parents ne sont pas seulement désespérés, ils sont déterminés. Nous devons tout documenter, dis-je à Caleb, lui montrant le SMS. Chaque passage, chaque tentative de contact, chaque personne à qui il parle de moi ou de l'entreprise. Caleb tend la main vers son bloc de papier. Je vais rédiger une mise en demeure, elle ne les arrêtera pas, mais elle établira un schéma de harcèlement si nous en avons besoin plus tard. Je me tourne vers les journaux d'affaires de Ben, étudiant son approche de la concurrence hostile. Il a fait face à 3 tentatives de prise de contrôle au cours de sa carrière, naviguant chacune avec la même main ferme qu'il utilisait pour tresser mes cheveux cette première nuit après que mes parents m'ont quitté. Sa stratégie n'a jamais été basée sur l'émotion, mais sur la préparation.
Ils essaieront de trouver des faiblesses dans l'entreprise, dis-je, feuilletant des documents d'incorporation. Des endroits où ils pourraient prétendre à une mauvaise gestion ou à une irrégularité financière. C'est pourquoi nous procédons à un audit complet, répond Caleb, déjà en cours. Le sentiment de vide qui me rongeait depuis la mort de l'oncle Ben s'est transformé en quelque chose de plus dur, de plus concentré. Il ne s'agit plus seulement de protéger mon héritage, il s'agit d'honorer la façon méthodique dont Ben m'a protégé pendant 16 ans. Plus tard dans l'après-midi, Iris arrive avec un dossier de son propre chef. Elle le pose sur la table avec une précision minutieuse, ses doigts s'attardant sur les bords. J'ai suivi les choses, dit-elle doucement. Les appels téléphoniques pendant la maladie de Monsieur Ben, les visiteurs qui sont passés mais qui ne sont jamais entrés, je pensais que vous pourriez en avoir besoin. J'ouvre le dossier pour y trouver des notes méticuleuses dans l'écriture soignée d'Iris, date, heure, description des voitures qui sont passées lentement devant la maison pendant les derniers mois de Ben. Il le regardait mourir, murmurai-je, la réalisation me frappant comme un coup physique. Iris hoche la tête, son expression inchangée mais ses yeux se durcissant légèrement. Je crois qu'il le faisait, mademoiselle Stella. J'attrape mon téléphone, appelant Sarah au magasin principal. Sarah, j'ai besoin que vous documentiez si mes parents entrent pour poser des questions, sur n'importe quoi, inventaire, personnel, finances, et demander aux autres directeurs de faire de même. C'est déjà en cours, répond Sarah. Votre père est venu hier demander des informations sur notre chaîne d'approvisionnement, a dit qu'il était juste curieux de connaître l'entreprise familiale. Un frisson me parcourt, ils sont plus méticuleux que je ne leur accordais de crédit. Merci, lui dis-je. Documentez tout, mais n'engagez pas la conversation au-delà de la courtoisie de base. Le soir, nous avons mis en place un réseau de surveillants, de directeurs de magasins, de personnel d'entrepôt, tous attentifs aux questions sondées de mes parents, non pas pour les affronter, mais pour les suivre. Pour constituer notre dossier sans dévoiler notre main, je passe en revue les enregistrements de sécurité de l'entrepôt lorsqu'un téléphone sonne. Son expression s'assombrit au fur et à mesure de la conversation. Ils ont embauché Martin Keane, dit-il après avoir raccroché, le nom résonnant avec poids. Mon estomac se serre. L'avocat qui a poursuivi l'oncle Ben et compagnie en 2018 ? Caleb hoche la tête avec gravité, le même. Il connaît toutes les vulnérabilités de la structure juridique de l'entreprise. Vos parents ont fait leur devoir, Stella. Je me penche en arrière dans ma chaise, traitant cette nouvelle menace. Ce ne sont pas seulement des joueurs désespérés qui tentent leur chance, ce sont des adversaires stratégiques qui connaissent nos faiblesses. Ils sont plus intelligents que je ne leur accordais de crédit, dis-je doucement. Caleb rassemble les documents en une pile soignée. L'intelligence sans intégrité peut toujours être battue. Je hoche la tête, me retournant vers les journaux d'affaires de l'oncle Ben. Ma première victoire au magasin semble désormais creuse, une escarmouche mineure avant la vraie bataille. Mais l'oncle Ben s'y est préparé pendant 16 ans. Et maintenant, moi aussi. J'ajuste mes lunettes de lecture, plissant les yeux sur la paperasse éparpillée sur la table de conférence de Caleb. 4 jours de planification stratégique ont transformé cet espace autrefois formel en quelque chose qui ressemble à une salle de guerre. Des blocs de papier jaune remplis de notes se trouvent à côté de dossiers codés par couleur. Un tableau blanc monté sur le mur affiche une chronologie des tentatives précédentes de mes parents pour contacter l'oncle Ben, chaque incident méticuleusement documenté avec des dates et des résultats. La clause de non-contestation est inébranlable, dit Caleb, me glissant un autre document. Ses cheveux argentés captent la lumière de l'après-midi filtrant à travers les stores vénitiens. Quiconque conteste le testament perd automatiquement tout héritage potentiel. Votre oncle a été explicite à ce sujet. Je hoche la tête, traçant du doigt le paragraphe en question. Le langage ressemble à celui de l'oncle Ben, précis, réfléchi, ne laissant rien au hasard. Et la fiducie de litige ? Entièrement financée et opérationnelle, Caleb retire ses lunettes, les polissant avec un mouchoir. Ben l'a établi avec suffisamment de capital pour mener une bataille juridique de 5 ans si nécessaire. Mon estomac se serre à cette pensée, pas de la peur exactement, mais le poids de ce qui est en jeu. Je pense à l'oncle Ben, à la façon dont il aborderait cela, méthodique, complet, ne laissant rien au hasard. Il ne s'agit pas d'une victoire rapide comme la confrontation au magasin. Il s'agit de sécuriser tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il m'a confié. Mademoiselle Stella. Iris apparaît dans l'embrasure de la porte, un portefeuille en cuir serré contre sa poitrine.
Ses cheveux striés d'argent sont tirés en un chignon habituel, pas un cheveu de travers malgré l'intensité de nos préparatifs. J'ai rassemblé les déclarations de tous les soignants de Monsieur Ben pendant sa maladie. Chaque infirmière, médecin et thérapeute a confirmé sa clarté mentale jusqu'à la fin. Merci, Iris. Je prends le portefeuille, l'ajoutant à notre arsenal croissant de documentation. Des nouvelles des directeurs de magasins. Tous les registres financiers sont sécurisés, comme vous l'avez demandé. Monsieur Johnson a appelé pour confirmer que les rapports de stabilité de l'entreprise sont prêts quand vous en aurez besoin. J'exhale lentement, rayant mentalement un autre élément de notre liste. Nous ne gagnons encore rien, nous positionnons juste nos pièces sur l'échiquier avec une précision minutieuse. La confrontation au magasin était satisfaisante mais finalement juste une escarmouche. Ce pourquoi nous nous préparons maintenant, c'est la guerre. Nous abordons cela exactement comme Ben l'aurait voulu. Remarque Caleb, sa voix portant une touche d'approbation, en construisant une défense complète avant qu'ils ne puissent monter leur prochaine attaque. Iris plane près de l'embrasure de la porte, ses doigts tripotant le bord de son gilet, une habitude nerveuse que je lui ai rarement vue. Quelque chose la dérange. Iris? Qu'est-ce qu'il y a? Elle hésite, puis entre complètement dans la pièce. Je relisais le testament de Monsieur Ben, et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Sa voix baisse légèrement. Il m'a nommé comme exécuteur suppléant, au cas où quelque chose vous arriverait. La révélation me frappe avec une force inattendue. Pas parce que c'est surprenant faire confiance à Iris par l'oncle Ben a parfaitement du sens mais à cause de ce que cela signifie maintenant. Si mes parents me ciblent, ainsi que mon héritage, ils pourraient également cibler Iris. Caleb, cela met-elle Iris en danger? Ma voix s'aiguise avec inquiétude. L'avocat fronce les sourcils pensivement. Cela pourrait. S'ils recherchent minutieusement la planification successorale de Ben, ils découvriront son rôle. Ils pourraient essayer de la discréditer, ou prétendre qu'elle a influencé les décisions de Ben. Un froid s'étend dans ma poitrine. Il ne s'agit plus seulement de mon héritage. Il s'agit de protéger quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui a été plus une mère pour moi que Nadine ne l'a jamais été. Nous devons élargir notre stratégie, dis-je, me levant et parcourant la table de conférence. Pas seulement protéger la succession, mais aussi protéger Iris. Je ne veux pas causer de soucis supplémentaires, mademoiselle Stella, proteste Iris doucement. Tu n'es pas un souci, réponds-je fermement. Tu es ma famille, et nous protégeons notre famille. Les mots émergent avec une conviction qui me surprend moi-même. Il y a 7 jours, j'étais une épave tremblante dans cette même pièce. Maintenant, je me tiens droite, pensant aux autres au-delà de moi-même. L'oncle Ben serait fier de cette croissance, je pense. Mes sources me disent que vos parents posent des questions sur toutes les relations de Ben, intervient Caleb, consultant son téléphone, y compris ses employés de longue date. Mon esprit s'emballe avec cette nouvelle information. Dois-je dire à Iris tout sur le danger potentiel, ajoutant à ses inquiétudes? Ou dois-je la protéger en m'en chargeant moi-même? Le dilemme se tord dans mon estomac. Un autre test de mon leadership évolutif. Pendant les 2 heures suivantes, nous adaptons notre travail de préparation, élargissant les mesures de protection pour couvrir également Iris. Caleb rédige des affidavits d'anciens employés témoignant de la relation professionnelle d'Iris avec l'oncle Ben. Je consulte les évaluations d'employés montrant sa performance constante sur 16 ans. Chaque document devient une autre brique dans le mur que nous construisons, pas seulement autour de moi, mais autour de tous ceux à qui je tiens. Le soir, la table de la salle de conférence contient l'étendue complète de notre stratégie défensive. Dossiers financiers, témoignages, précédents juridiques, documentation historique, tout est organisé et prêt. Caleb examine la liste de contrôle final, puis lève les yeux avec une confiance tranquille. Nous sommes aussi prêts que nous pouvons l'être. C'est le moment. Je jette un coup d'œil à Iris, qui se tient près de la fenêtre regardant le coucher du soleil peindre la ligne d'horizon de Seattle en nuances d'orange et d'or. Elle se retourne, rencontrant mon regard avec des yeux calmes qui ont été témoins de 16 ans d'histoire familiale. Le plan de Monsieur Ben est solide, dit-elle doucement. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. En regardant la documentation assemblée, la manifestation physique de la prévoyance de l'oncle Ben et de notre préparation minutieuse, je ressens un étrange calme s'installer en moi. La femme effrayée qui était assise dans cette pièce il y a une semaine s'est transformée en quelqu'un de stratégique, préparé, prêt à protéger ce qui compte.
demain apportera la confrontation vers laquelle nous nous sommes préparés. Mais ce soir, entouré des fruits de notre préparation, je sais que nous sommes prêts à tout ce que mes parents nous réservent. La lettre certifiée arrive mercredi matin la semaine prochaine, son cachet officiel brillant sur le comptoir de la cuisine où Iris l'a posé. Mes doigts tremblent légèrement lorsque je glisse mon pouce sous le rabat, déchirant le papier avec un bruit qui semble anormalement fort dans la cuisine silencieuse. Sommation judiciaire, annonce-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Il conteste le testament. La cuillère d'Iris claque contre sa tasse à café. Après tout, je parcours le langage juridique dense, mon estomac se resserrant à chaque paragraphe. Ils allèguent une influence indue. Que l'oncle Ben n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a modifié son testament. Les mots me brûlent la langue comme de l'acide. Et ils ont déposé une injonction temporaire pour geler tous les actifs, y compris l'entreprise, pendant que l'affaire est en attente. Les papiers tremblent dans mes mains. Il ne s'agit plus seulement de l'argent. Ils essaient de tout prendre. La maison. L'entreprise. L'héritage de l'oncle Ben. Ma vie entière. Qui les représente? Demande Iris, se penchant pour lire par-dessus mon épaule. Martin Keane. Le nom est amer dans ma bouche. L'ancien adversaire juridique de l'oncle Ben. L'avocat qui a tenté de poursuivre Arcadia il y a 3 ans pour un litige contractuel de fournisseur. Ce n'est pas une coïncidence. Le téléphone sonne, et le nom de Caleb s'affiche. Il est déjà au courant. Il planifie cela depuis des semaines, dit-il sans préambule. Ils l'ont déposé stratégiquement devant le juge Harmon. Elle est connue pour être prudente avec les transferts successoraux. Quelles sont nos chances, demande-je, faisant les 100 pas dans la cuisine. Mieux que les leurs, mais ça va être laid. Ils ont fait leur devoir, Stella. L'audience d'urgence est fixée pour vendredi matin. Vendredi. Moins de 48 heures pour préparer notre défense. La pièce tangue légèrement, et je serre le bord du comptoir. Ils ne peuvent pas gagner, je murmure. Non, mais ils peuvent faire traîner ça pendant des mois, dit Caleb, sa voix se durcit, pendant lesquels les opérations de l'entreprise pourraient être sévèrement restreintes. C'est ce qu'il compte, que vous acceptiez un arrangement, plutôt que de risquer la stabilité d'Arcadia. Après avoir raccroché, je regarde par la fenêtre de la cuisine le jardin. L'oncle Ben entretenait avec amour chaque printemps. Les azalées qu'il a plantées l'année où j'ai obtenu mon diplôme universitaire commencent tout juste à fleurir. Leur rose vibrante, une moquerie de la froideur qui se répand dans ma poitrine. Il nous surveillait, dis-je à Iris, attendant le moment parfait. La sonnette interrompt mes pensées. Par les fenêtres latérales, j'aperçois un camion de nouvelles familiers garé sur le trottoir. Un journaliste se tient sur mon porche, microphone en main. Parfait timing. Je pousse la porte avant qu'elle ne puisse sonner à nouveau. Mademoiselle Thomas? Son sourire est professionnel, étudié. Catherine Ward, Kiro News. Nous faisons un reportage sur le litige de la succession Thomas. Pourriez-vous commenter les préoccupations de vos parents concernant votre capacité à gérer une entreprise aussi importante pendant cette période de deuil? Mon estomac se serre. Ils sont passés en public. Pas de commentaires, dis-je, fermant fermement la porte. Mon téléphone vibre avec un SMS de Sarah au magasin de Bellevue. Des journalistes ici posent des questions sur vous. Que devrions-nous dire? Un autre SMS teinte de notre responsable des opérations. 2 clients ont annulé de grosses commandes ce matin, on dit qu'ils avaient entendu dire qu'Arcadia pourrait changer de propriétaire. Je presse mon front contre le bois froid de la porte. Grant et Nadine ne se battent pas seulement pour des actifs, ils sapent stratégiquement la confiance des clients. Créant des doutes sur la stabilité d'Arcadia sous ma direction. Ils ont lancé une campagne de relations publiques. Je le dis à Iris, lui montrant les messages. Ils se positionnent comme des parents inquiets craignant une fille en deuil prenant des décisions hâtives. C'est ignoble, murmure Iris, son visage normalement gentil se durcissant. C'est calculé, réponds-je, marchant vers le bureau de l'oncle Ben. Et ça marche. Les gens commencent à douter. Je passe les 4 heures suivantes au téléphone avec Caleb, mettant en œuvre nos contre-mesures. Son assistant juridique livre un épais dossier de documents, les papiers d'adoption que l'oncle Ben a préparés il y a des années mais jamais déposés. Dossier judiciaire de leur harcèlement. Rapport d'enquêteurs privés documentant leurs difficultés financières. Le soir,
ma salle à manger ressemble à une salle de guerre. Des mémoires juridiques couvrent toutes les surfaces. Les directeurs de magasins nous ont rejoints, armés de rapports de vente et de témoignages d'employés sur la confiance inébranlable de l'oncle Ben dans mes capacités de leadership. Ils sont bons, admet Caleb, examinant le dossier de Grant et Nadine. Ils ont été prudents pour ne pas paraître ouvertement avides. Au lieu de cela, ils expriment leur inquiétude quant à la préservation de l'héritage de Benjamin. C'est manipulateur mais efficace. Certains voisins se demandent même s'ils n'ont pas un point, ajoute Iris doucement. Margaret Wilson m'a demandé aujourd'hui si j'étais vraiment prête à assumer une telle responsabilité. La trahison me pique. Nous devons être plus intelligents, dis-je, rassemblant tout le monde autour de la table. Ils planifient cela depuis des mois, peut-être des années. Nous avons 41 heures avant cette audience. Je distribue les tâches avec un calme qui me surprend moi-même. Sarah coordonnera les témoignages des employés. L'équipe de Caleb préparera des pièces démontrant l'intention constante de l'oncle Ben de me laisser l'entreprise. Iris contactera les médecins de Ben pour qu'ils témoignent de sa clarté mentale jusqu'à la fin. Et vous ? Demande Caleb. Je vais étudier chaque cas que Martin qui n'a jamais plaidé, réponds-je. Et me préparer pour l'interrogatoire. Ils essaieront de me dépeindre comme émotionnellement instable et financièrement inexpérimenté. À l'approche de minuit, seule Iris reste, organisant les déclarations des témoins dans des dossiers codés par couleur. Vous devriez aussi, dit-elle doucement. Je réponds, moi aussi. Mais aucun de nous ne bouge. Les enjeux sont trop élevés. Pensez-vous que nous pouvons gagner, demande-je enfin, la question qui me hante. Iris lève les yeux, ses yeux féroces malgré son épuisement. Ils ont peut-être planifié cela pendant des années, mais Ben se préparait à cette possibilité plus longtemps. Ils savaient exactement qui ils étaient et ce qu'ils pourraient tenter. Elle pose sa main sur la mienne. Vendredi, nous leur montrerons à quoi ressemble une vraie famille. Mon téléphone sonne à nouveau, le numéro de Caleb. Le juge a avancé l'audience, dit-il sans saluer. Demain matin, 8 heures. Martin a déposé une demande de considération d'urgence, invoquant des affaires commerciales urgentes nécessitant une résolution immédiate. Mon cœur bat la chamade. Peut-elle faire ça? Elle peut, et elle l'a fait. Nous avons moins de 12 heures, Stella. Je raccroche et rencontre le regard inquiet d'Iris. Demain matin, dis-je lui. Ils ont avancé le calendrier. Ils essaient de nous prendre au dépourvu, dit-elle, rassemblant déjà les documents les plus critiques. Je sais. Je redresse mes épaules, sentant quelque chose se durcir en moi. Pas de panique, de détermination. Appelez tout le monde. Dites-leur d'apporter tout ce qu'ils ont, terminé ou non. Nous travaillerons toute la nuit. Pendant qu'Iris passe des appels, je marche jusqu'au bureau de l'oncle Ben et me tiens devant son portrait. Ses yeux bienveillants semblent me traverser. Je ne les laisserai pas prendre ce que vous avez bâti, murmure-je. Je le promets. L'horloge grand-père dans le hall sonne une fois, marquant la première heure de ce qui sera la nuit la plus longue de ma vie. Au lever du soleil, je serai soit prête à me battre pour tout ce que l'oncle Ben m'a confié, soit je l'aurai complètement déçu. Il n'y a plus de juste milieu. Demain, je garderai tout, ou je perdrai tout. Je suis assise rigidement sur le banc en chêne dur du palais de justice, mon blazer noir boutonné serré comme une armure. L'horloge sur le mur lambrissé indique 9h03. À côté de moi, Iris s'agite avec son mouchoir, le coin brodé frottant rythmiquement entre ses doigts. Caleb arrange des papiers avec une précision chirurgicale sur la table devant nous. De l'autre côté de l'allée, mes parents sont assis avec leur avocat, Martin Keane. L'homme qui a jadis poursuivi l'oncle Ben et compagnie représente maintenant les personnes qui m'ont abandonné. Grant porte un costume anthracite qui crie la coupe de tailleur coûteuse. Nadine a opté pour une robe marine sobre, ses cheveux tirés en un chignon maternel qui me retourne l'estomac. Ils se sont positionnés comme des parents inquiets, pas comme des opportunistes avides. La voix de l'huissier tranche les murmures. Que tout le monde se lève. L'honorable juge Eleanor Richardson préside. Le juge entre, ses cheveux argentés tirés sévèrement en arrière, ses lunettes de lecture posées sur son nez, ses yeux balaient le tribunal avec une neutralité étudiée alors qu'elle prend place. Asseyez-vous. Nous sommes ici pour des procédures d'urgence concernant la succession contestée de Benjamin Thomas. Elle jette un coup d'œil au dossier devant elle. Je comprends qu'il s'agisse d'une affaire sensible.
Monsieur Keane, vous pouvez présenter votre cas. Martin Keane se lève, boutonnant sa veste de costume. Son sourire confiant me rappelle un animateur de jeux télévisés, poli et étudié. Merci, votre honneur. Nous nous présentons aujourd'hui en représentant Grant et Nadine Thomas, la tante et l'oncle de Stella Thomas, qui ont de sérieuses préoccupations quant à la disposition de la succession de Benjamin Thomas. Oncle et tante. La terminologie délibérée fait que mes doigts se crispent sous la table. Caleb le remarque et donne un signe de tête presque imperceptible. Restez calme. Laissez-les montrer leurs mains d'abord. Le décès de Benjamin Thomas fut soudain et inattendu, poursuit Keane. Il souffrait d'hypertension et avait eu plusieurs épisodes cardiaques mineurs dans les mois précédant son décès. Durant cette période vulnérable, sa nièce, Mademoiselle Thomas, qui vivait avec lui et dépendait financièrement de lui, était en position d'exercer une influence indue. L'accusation plane dans l'air. Mon cœur bat contre mes côtes, mais je garde mon visage neutre, comme Caleb et moi l'avons pratiqué. Nous avons un précédent documenté dans Carmichael et Westbrook où une relation de soignant a été jugée comme créant une influence indue présumée. Keane présente une pile de jurisprudence au greffier. Nous croyons que des circonstances similaires existent ici et demandons une injonction temporaire, gelant les actifs de la succession jusqu'à ce qu'une audience complète détermine si Benjamin Thomas était sain d'esprit et libre de toute coercition lorsqu'il a désigné Mademoiselle Thomas comme sa seule bénéficiaire. Mon père se penche en avant, son visage est un masque parfait de préoccupation. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour notre nièce et pour l'héritage de mon frère, dit-il au juge. Benjamin a bâti cette entreprise à partir de rien. S'il n'était pas clair d'esprit à la fin, des décisions auraient pu être prises qu'il n'aurait pas souhaitées. Le juge se tourne vers Caleb. Monsieur Whittaker, votre réponse? Caleb se lève lentement, délibérément. L'oncle Ben disait toujours que Caleb avait un timing de prétoire comme un acteur de Broadway. Votre honneur, ce que nous avons aujourd'hui devant nous n'est pas un cas d'influence indue. Ce que nous avons, c'est une tentative calculée de harcèlement déguisé en préoccupation familiale. Il soulève un épais classeur de notre table. Je suis l'avocat et l'ami de Benjamin Thomas depuis 30 ans. J'ai rédigé son testament, qui est resté substantiellement inchangé depuis que Stella Thomas avait 12 ans, 2 ans après que ses parents l'aient abandonné. Le mot « abandonné » tombe comme un coup de tonnerre. Plusieurs têtes dans la galerie se tournent vers mes parents. J'ai ici une documentation notariée prouvant que Grant et Nadine Thomas ont légalement renoncé à leurs droits parentaux en faveur de Benjamin pour la somme de 13 500 $ en 2009. Caleb glisse les papiers vers la juge. Ils n'ont eu aucun contact significatif avec leur fille jusqu'à 3 jours après le décès de Benjamin, lorsqu'ils sont soudainement apparus à la lecture de son testament. La juge lève les sourcils en examinant le document. Monsieur Keane, étiez-vous au courant de cette renonciation légale des droits parentaux? Le sourire confiant de Martin Keane vacille pour la première fois. Votre honneur, mes clients ont librement admis qu'ils avaient fait des erreurs dans le passé. Les gens changent. Leur préoccupation est maintenant authentique. Votre honneur, poursuit Caleb, j'ai également des dossiers judiciaires montrant que Benjamin Thomas a dû demander une protection contre Grant et Nadine lorsqu'ils ont tenté à plusieurs reprises de lui extorquer de l'argent entre 2019 et 2023. Il produit un autre classeur. Ceci inclut des transcriptions d'appels téléphoniques menaçants où Grant Thomas mentionnait spécifiquement causer des problèmes à Arcadia Home Living si les demandes financières n'étaient pas satisfaites. Il y a également l'ordonnance de protection accordée en 2021. La galerie éclate en murmures. La juge Richardson frappe son marteau une fois, faisant taire la salle. De plus, dit Caleb, j'ai un enregistrement audio que j'aimerais que le tribunal entende. Il hoche la tête au greffier, qui installe un petit haut-parleur. La voix de Grant remplit le tribunal, discrète mais indubitable. Ben, tu as 15 millions de dollars investis dans cette entreprise. Qu'est-ce que 50 000 $ pour toi? Si tu n'aides pas ton propre frère, je devrais envisager d'autres options. Stella va bien dans l'entreprise, n'est-ce pas? Ce serait dommage si quelque chose venait perturber cela. 5 porcs. Le visage de Nadine est devenu pâle. Grant regarde droit devant, mâchoire serrée. Cet enregistrement a été fait il y a 14 mois, explique Caleb, alors que Benjamin était en parfaite santé, bien avant tout problème cardiaque. Benjamin a documenté chaque tentative de contact spécifiquement, car il craignait que ce jour ne vienne. Le juge se tourne vers Iris. Mademoiselle Pruitt, vous étiez la gouvernante de Monsieur Thomas pendant 16 ans, n'est-ce pas? Iris se lève,
sa voix est stable malgré ses mains tremblantes. Oui, votre honneur. J'ai pris soin du ménage de Monsieur Ben et j'ai aidé à élever Stella après le départ de ses parents. Et de votre observation, quel était l'état mental de Monsieur Thomas dans ces derniers mois? Clair comme de l'eau de roche jusqu'à la fin, votre honneur. Il dirigeait cette entreprise tous les jours, examinait les finances tous les vendredis avec Stella, et pouvait vous dire les chiffres d'inventaire de mémoire. Il préparait la collection de printemps la veille de son décès. Et sa relation avec sa nièce? Les yeux d'Iris s'adoucissent. Monsieur Ben aimait cette fille comme sa propre fille. Il était si fier de la façon dont elle avait grandi, de la façon dont elle s'était intéressée à l'entreprise, disait-elle qu'elle avait un meilleur instinct que lui. Ils dînaient ensemble le dimanche chaque semaine sans faute, même lorsque l'entreprise était très occupée. Ensuite, 3 directeurs de magasins témoignent de l'acuité mentale de Ben et de ses fréquents compliments sur mes contributions à l'entreprise. Sarah du magasin phare décrit comment Ben disait aux clients « Ma nièce a choisi cette ligne elle-même. Elle a l'œil pour ce que les gens veulent vraiment dans leur maison. » Pendant tout ce temps, mes parents maintiennent leur façade composée, bien que je remarque les jointures de Nadine blanchissant alors qu'elle serre son sac. Grande chuchote urgemment à Martin Keane, qui semble de plus en plus mal à l'aise. Lorsque tous les témoignages se terminent, la juge Richardson retire ses lunettes et scrute le tribunal. J'ai vu assez pour prendre une décision concernant la requête d'urgence. La demande d'injonction est rejetée. Elle tourne son regard perçant vers mes parents. De plus, je trouve le timing et la nature de cette requête hautement suspect. Le testament contient une clause de non-contestation, qui est exécutoire en vertu de la loi de l'État. En intentant cette action, les pétitionnaires ont déclenché cette clause et renoncé à toute revendication potentielle qu'ils auraient pu autrement avoir. Le soulagement me submerge comme de l'eau chaude. Iris me serre la main si fort que cela fait presque mal. De plus, poursuit la juge, j'ordonne aux pétitionnaires de payer tous les frais juridiques liés à cette audience d'urgence. Elle lorgne par-dessus ses lunettes directement vers mes parents. Monsieur et Madame Thomas, ce tribunal ne sera pas utilisé comme un outil de harcèlement ou de tentative d'extorsion. Sur la base des documents présentés aujourd'hui, je délivre une ordonnance de protection, vous interdisant de vous approcher à moins de 1000 pieds de Stella Thomas, de sa résidence, ou de toute propriété d'Arcadia Home and Living. La composure de Grant se fissure enfin. Son visage rougit, une veine pulsant à sa tempe. C'est scandaleux, commence-t-il, mais Martin Keane pose une main retenue sur son bras. Tout contact ultérieur en violation de cette ordonnance entraînera des accusations de mépris, avertit la juge Richardson. Cette affaire est classée. Le marteau frappe avec finalité. Les gens se lèvent autour de nous. Plusieurs observateurs du tribunal hochent la tête en signe d'approbation dans ma direction. Le député s'approche de mes parents avec les papiers de l'ordonnance de protection. Le dos de Grant s'affaisse alors qu'il signe. Sa confiance antérieure s'est évaporée. C'est fini, dit Caleb doucement. Ils n'ont plus de recours légal. Iris essuie ses yeux avec son mouchoir. Il veille sur vous, ma chère. Monsieur Ben a tout planifié. Je regarde mes parents rassembler leurs affaires, vaincus. Nadine jette un dernier regard en arrière, son expression illisible, avant qu'ils ne disparaissent par les portes du tribunal. 16 ans de documentation ont payé, remarque Caleb, tapotant les dossiers juridiques. Ben savait exactement ce qu'il faisait. Alors que nous sortons au soleil devant le palais de justice, je me sens plus légère que depuis la mort de l'oncle Ben. L'héritage est sécurisé, l'entreprise est en sécurité. Plus important encore, la vérité sur la vraie famille a été affirmée de la manière la plus publique possible. Iris passe son bras autour du mien alors que nous descendons les marches du palais de justice. À quoi pensez-vous, mademoiselle Stella? Je touche la montre de l'oncle Ben à mon poignet, sentant son tic-tac régulier contre mon pouls. Je pense que la loyauté ne concerne pas le sang. Il s'agit de se présenter, jour après jour, année après année. Une petite foule d'employés de magasins attend en bas des marches, éclatant en applaudissements alors que nous approchons. Dans leurs visages, je vois la communauté que l'oncle Ben a bâti, le véritable héritage qu'il a laissé derrière lui. Je ne suis plus l'enfant abandonné, ni même juste la nièce en deuil. Je suis la gardienne de tout. Ben valorisait l'entreprise qu'il a bâtie, les gens qu'il employait, et la famille qu'il a choisie. Mes épaules se redressent avec la responsabilité et le privilège de perpétuer son héritage. Et pour la première fois depuis sa mort, je sais avec une certitude absolue que je suis à la hauteur de la tâche. Je me tiens au pupitre,
les doigts posés légèrement sur du bois poli, regardant une mer de visages. 6 mois depuis la victoire au tribunal, et la transformation me surprend encore parfois. Arcadia Home & Living a été bâti sur un principe simple, dis-je dans le microphone, ma voix ferme là où elle aurait pu autrefois trembler, que la qualité compte dans nos produits, dans notre service, et surtout, dans nos relations. La cérémonie annuelle des Seattle Business Journal Awards bourdonne d'une énergie tranquille. 300 des leaders d'entreprises les plus influents de la ville remplissent la salle de bal, et aucun d'entre eux ne me fait douter de moi-même et ni mort. Le Crystal Community Leadership Award capte la lumière à côté de moi, l'héritage de Ben rendu tangible. Au premier rang, Iris rayonne, ses cheveux striés d'argent élégamment coiffés pour l'occasion. À côté d'elle, Caleb ajuste ses lunettes, offrant un petit signe d'approbation. Ma vraie famille, liée par le choix plutôt que par le sang. Mon oncle m'a appris que l'intégrité en affaires reflète l'intégrité dans la vie, continuai-je. Et lorsqu'Arcadia ouvrira son emplacement à Tacoma le mois prochain, nous apporterons le même engagement à une nouvelle communauté. Le souvenir de ces jours chaotiques après le retour de mes parents semble lointain maintenant. Les articles de journaux sur le procès sont dans mon tiroir de bureau, non pas comme un rappel de douleur, mais de force. L'embauche d'une entreprise locale remporte une victoire décisive, lisent les titres. La couverture validait ce que Ben m'avait toujours dit, la vérité, lorsqu'elle est correctement préparée et présentée, finit par l'emporter. Mes parents ont quitté la ville dans les 48 heures suivant la décision du juge. Leurs menaces se sont avérées aussi vides que leurs promesses il y a 16 ans. L'ordonnance de protection reste déposée auprès de tous les départements de police dans un rayon de 100 miles, bien que nous n'en ayons pas eu besoin. Les personnes prêtes à abandonner un enfant pour de l'argent font rarement preuve du courage de faire face aux conséquences. La Benjamin Thomas Foundation sera officiellement lancée la semaine prochaine, annonce-je, une chaleur se répandant dans ma poitrine au murmure d'approbation. Notre mission est simple, soutenir ceux qui reconstruisent leur vie après une trahison familiale. Parce que parfois, la famille qui compte le plus est celle que vous choisissez. Du coin de l'œil, j'aperçois Margaret Wilson, notre plus nouvelle directrice de magasin, essuyant des larmes. Il y a 3 semaines, elle s'est tenue dans mon bureau, tremblant comme je l'avais fait autrefois dans la salle de conférence de Caleb, expliquant comment son frère la pressait de partager notre prochaine ligne de produits avec des concurrents. Le parallèle n'est pas passé inaperçu. Lorsque les gens sont confrontés à des pressions familiales impossibles, lui avais-je dit alors, ils méritent plus que de la sympathie, ils méritent une protection. Caleb a rédigé une mise en demeure le jour même. Iris a emmené Margaret prendre un café et a partagé des histoires sur les limites inébranlables de Ben. La sécurité a installé de nouveaux protocoles pour protéger nos fichiers de conception. Le soutien systématique que j'ai fourni ne ressemblait en rien à ma propre réaction paniquée des mois auparavant. Le sommeil vient facilement maintenant. Le café du matin sur le porche est devenu une célébration tranquille plutôt qu'un jeu d'attente anxieux. L'entreprise prospère, revenu en hausse de 23%, satisfaction des employés à des niveaux records. Mais ces indicateurs externes pâlissent devant le changement interne. Je ne me demande plus si je suis à la hauteur de ce que Ben a bâti. Je sais que je le suis. La fondation a déjà aidé 3 individus à défendre avec succès leurs frontières. Nous continuons à la tribune, dis-je. Des personnes comme nos propres employés qui sont confrontés à des choix impossibles entre la loyauté et l'autoprotection. Dans le public, Thomas Reynolds hoche la tête avec appréciation. En tant que notre plus jeune responsable de département, il a bénéficié du soutien juridique de la Fondation lorsque ses parents ont tenté d'accéder à ses comptes d'investissement nouvellement établis. Le regard de soulagement sur son visage lorsque je lui ai promis les ressources de l'entreprise réchauffe encore mon cœur. Iris Pruitt servira de directrice de programme de la Fondation, annonce-je, la regardant se redresser avec fierté. Son rôle officiel de directrice d'État et de membre du Conseil consultatif familial a officialisé ce qu'elle a toujours été, le cœur de notre famille non conventionnelle. Personne ne comprend mieux comment aider les gens à trouver leur famille choisie. Après la cérémonie, Caleb s'approche avec des flûtes de champagne. Son honoraire a été augmenté, faisant de lui notre conseiller juridique permanent. Une autre encre dans la tempête. Ben serait fier, dit-il simplement. Il m'a préparé à cela, réponds-je. Je ne le savais juste pas à l'époque. Le centre d'affaires bourdonne autour de nous, mais mes pensées dérivent vers cette première nuit après que mes parents m'ont quitté, Iris tressant mes cheveux, Ben lisant Goodnight Moon. Ils m'ont choisi avant que je ne puisse les choisir. Maintenant, j'honore ce choix chaque jour. De retour au domaine,
j'enlève mes talons et je me dirige d'un pas léger vers l'ancien bureau de Ben, mon bureau maintenant. Les plans d'expansion pour le 3e emplacement d'Arcadia s'étalent sur le bureau. Des décisions qui m'auraient autrefois paralysé m'animent maintenant. Pas de second regard, pas de peur de l'échec, juste une vision claire et une action décisive. Le téléphone sonne. C'est la première boursière de la fondation qui appelle pour partager qu'elle a terminé son diplôme en administration des affaires. Une autre vie qui se reconstruit, un autre cercle qui s'achève. L'oncle Ben m'a appris que l'amour est un choix que nous faisons chaque jour, lui dis-je, la vérité s'installant dans mes os. Parfois, la partie la plus difficile est de croire que nous méritons de faire ce choix. En raccrochant, j'attrape mon reflet dans la fenêtre. Je suis devenu le leader que Ben a toujours vu en moi. L'enfant abandonné est toujours là, mais elle ne dirige plus mes décisions. Au lieu de cela, elle éclaire ma compassion. La brise du soir porte le parfum du jardin d'iris par la fenêtre ouverte. Demain apportera des réunions du conseil, du travail de fondation, et des préparatifs d'entretien pour le magasin de Tacoma. Mais ce soir, dans ce moment de calme, je reconnais le chemin parcouru. Lorsque les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les, et choisissez ensuite qui mérite votre loyauté. Une leçon que je ne voulais pas apprendre 2 fois, mais que je n'oublierai jamais. La famille n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui partagent vos valeurs. Ben savait cela. Maintenant, je le sais aussi.